Good Morning Business. Le débat. Voilà, la question est posée, Béatrice Mathieu. Effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas facile. L'Europe est divisée. Bonjour. Oui, il y a d'abord effectivement l'horreur des images et l'émotion qu'elles suscitent. Et puis il y a cette question que tout le monde se pose. Alors il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Alors ce qu'on peut faire, qui peut décider en fait de mettre la Russie au banc de l'économie mondiale? C'est une décision politique qui revient à l'ONU. Quand on voit ce qui s'est passé au début du conflit, il y a environ 34 pays qui n'ont pas voté en fait les sanctions en fait contre la Russie, dont une grande partie des pays africains. Si on y ajoute aussi ceux qui en fait n'avaient pas pris part au vote, aujourd'hui on a la moitié de l'Afrique en fait qui ne sanctionne pas, qui ne suit pas l'Occident. Vous ajoutez la Chine et l'Inde. Moi je regardais en fait les journaux indiens ce matin. Narendra Modi n'a pas dénoncé en fait les crimes perpétrés à Boutcha. Donc il y a en fait en réalité cette question, c'est presque une question très occidentale en fait. Donc il y a ce que l'ONU peut faire, pas grand-chose, et il y a ce que l'Europe peut faire, là beaucoup. Moi je pense qu'il faut assumer vraiment le rapport de force avec la Russie et donc aller beaucoup plus loin dans les sanctions, notamment les sanctions sur l'embargo gaz, pétrole et charbon. Mais là, l'Europe est divisée sur ce sujet. L'Hongrie, l'Allemagne, de manière moins évidente, mais ça montre effectivement la fragmentation européenne. On a vu la division, on l'avait au début du Covid sur le grand plan de relance européen. Finalement, au bout d'un moment, on a réussi à mettre en place cet emprunt européen avec de la solidarité. Là, on peut imaginer aussi une forme de solidarité européenne. Mais de toute façon, ça ne sera pas une décision politique mondiale parce que de toute façon, en plus, la Russie n'est pas la Corée du Nord. Donc, il y a des pays, et je reprends l'exemple de l'Inde, qui aujourd'hui profitent largement, en fait, des importations de pétrole russe qui ont, je crois, quadruplé en l'espace de quelques semaines. Compliqué, Nicolas, effectivement de mettre vraiment la Russie au banc de l'économie mondiale. On voit aussi avec les entreprises, y compris françaises, qui ont dit qu'elles arrêtaient, mais en fait qui tournent lentement, mais qui tournent en autarcie. C'est ce que nous disait Saint-Gobain hier. Oui, non, mais si on s'arrête juste sur les entreprises, la situation est totalement intenable. Renault aujourd'hui est contraint de continuer à payer ses 45 000 salariés, alors que l'ensemble des sites sont à l'arrêt, que ce soit l'énorme site d'Avtovaz ou le site Renault sous la marque Renault qui est à Moscou. On voit que BP, qui était la première multinationale à dire je pars, n'a pas d'acheteur pour les parts qu'elle détient dans des pétroliers russes. De la même manière, les 60 magasins Decathlon qui ont été annoncés suspendus, ils sont encore ouverts aujourd'hui. Ils ne sont pas concrètement fermés. Idem d'ailleurs pour les restaurants McDonald's. Il y a Publicis qui est parvenu à céder sa filiale locale à son président fondateur. Ça c'est plutôt bien terminé. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que la Russie. Qu'est-ce qui va se passer pour Volkswagen qui réalise la moitié de ses ventes en Chine aujourd'hui? Enfin, vous voyez, donc là on est sur une situation très concrète, très pratique, absolument intenable pour les entreprises. Mais pour en revenir à la question de savoir si la Russie doit être au banc des nations, c'est très important de bien comprendre que c'est pas le monde qui a sanctionné la Russie. C'est ce que Vladimir Poutine appelle les nations inamicales. Ça s'appelle États-Unis, ça s'appelle Canada, ça s'appelle Grande-Bretagne, ça s'appelle Union Européenne, ça s'appelle Japon. Voilà. Et alors effectivement, c'est un ensemble en termes de PIB mondial qui est absolument astronomique, mais c'est là que les choses se jouent. Et en fait, à mon avis, l'élément déclencheur de tout ça, qui nous conduit à une situation où on aura peut-être deux mondes qui vont s'installer. Un monde de bonne vieille démocratie occidentale, social-démocrate que l'on connaît, et qu'à priori on apprécie, puis un monde de pays beaucoup moins démocratiques, pilotés probablement par une partie de l'Asie, la Chine et la Russie. Et deux mondes où à ce moment-là, deux économies qui fonctionneront de manière totalement déconnectée, avec des multinationales d'un côté qui vivent dans le monde 1, des multinationales de l'autre qui vivent dans le monde 2, avec des standards de paiement et de télécom dans le monde 1, des standards de paiement et de télécom dans le monde 2, enfin deux mondes à part vraiment. Et je pense que l'élément déclencheur de tout ça, c'est la confirmation de l'effacement des États-Unis. Les États-Unis sont plus le maître du monde. Et quand le gendarme s'en va, eh bien, le chauffard reprend le dessus. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'on voit arriver? Des nationalismes, des retours de frontières, des réflexes protectionnistes, parce qu'on n'a plus le gendarme américain. Le gendarme américain, il était là pour sécuriser les transactions. Il était là pour assurer une forme d'équilibre géopolitique. Il était là pour piloter la monnaie du monde. Il était là pour nourrir la vieille idée de la Chine-Amérique. Mais la Chine-Amérique, c'est pas si vieux, mais c'est terminé. Donc on est vraiment devant un moment vraiment charnière où l'apparition de deux grands blocs économiques, je ne parle pas de blocs guerriers, mais de deux grands blocs économiques,
économique est parfaitement possible. Et c'est vrai qu'on va voir des capitaux qui se sont débridés dans les années 90, qui vont avoir tendance, pas de manière complètement massive et uniforme, mais qui vont avoir tendance à revenir un petit peu à la maison. Parce que les chaînes de valeur, c'est plus ce que c'était. Parce que les pressions environnementales sont là. Parce que finalement, la recherche du meilleur prix, c'était la grande idéologie de la fin des années 90, et elle laisse peut-être la place à la recherche du producteur et davantage de proximité. Combiné sans doute, et on le voit d'ailleurs, par une hausse des prix généralisée, parce que ça coûtera plus cher d'être moins mondialisé. Merci beaucoup Béatrice Mathieu et Nicolas Dose pour ce débat.